Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. La leçon d'aujourd'hui sera sur l'induction électromagnétique et dans cette première partie, nous allons découvrir les expériences fondamentales de Michael Faraday et comprendre les lois de l'induction électromagnétique. Comme nous l'avons déjà mentionné dans plusieurs vidéos précédentes, tout a commencé avec l'expérience d'Ørsted en 1820-1819, qui découvrit qu'un courant électrique constant dans un conducteur produisait un champ magnétique constant. L'orientation de ce champ magnétique peut être déterminée par les différentes règles de la main droite et sa valeur peut être calculée soit par la loi de Biot-Savart, soit par le théorème d'Ampère. Beaucoup, beaucoup de scientifiques après Ørsted, y compris Ørsted lui-même, ont tenté de produire, de faire l'inverse, c'est-à-dire de produire un courant électrique, la production du courant électrique à partir d'un champ magnétique constant, mais sans succès. Ce n'est qu'environ 10 ans plus tard que le physicien et chimiste anglais Michael Faraday découvrit comment générer des courants électriques à partir des champs magnétiques. Et en 1831, il formule sa théorie de l'induction magnétique. Et voilà un peu l'histoire de la naissance de l'induction électromagnétique qui est aujourd'hui à la base de nombreuses technologies modernes. Nous allons maintenant refaire quelques expériences de Faraday en utilisant le laboratoire virtuel de PET, PHET, Interactive Simulations de l'Université de Colorado. Les éléments de ce laboratoire virtuel sont les suivants. D'abord, une bobine constituée de fils conducteurs isolés qui est connectée à une lampe on remarque qu'il n'y a pas de source de tension. Les extrémités, les bornes de la bobine sont connectées directement à une lampe ainsi qu'à un voltmètre en parallèle. Deuxièmement, un aimant permanent est placé à proximité de la bobine. D'accord? Avant même de faire les expériences, on peut constater que les lignes de champ de l'aimant permanent traversant les spires, pardon, les lignes de champ de l'aimant permanent traversent les spires de la bobine. Les lignes de champ traversent les spires de la bobine. La bobine a 4 spires. Donc, on a un flux magnétique qui traverse ou bien qui pénètre les spires. Si les spires sont suffisamment serrées,
l'espace entre deux sphères est négligeable, les spires sont suffisamment serrées, on peut dire que le flux est constant à travers toutes les spires du même enroulement, de la même bobine. Troisièmement, bon, en milieu, ou bien dans le milieu anglophone, il existe un terme appelé flux linkage. Il s'agit du produit du nombre de spires de l'enroulement et du flux magnétique qui traverse les spires. On admet que le flux est constant quand les spires sont suffisamment serrées. On l'a déjà mentionné. En français, ce terme de flux linkage peut se traduire de plusieurs manières. On parle de flux liés, de flux enchaînés ou même de flux embrassés par la bobine. Pour ma part, j'utiliserai principalement le terme flux embrassé car il reflète bien l'idée que le flux magnétique est embrassé ou capturé par l'ensemble des spires de la bobine. Le flux magnétique Le flux magnétique, c'est l'ensemble des lignes des champs. OK? Le flux magnétique est capturé par l'ensemble des spires de la bobine. Et maintenant, nous allons accéder au site du laboratoire virtuel de l'Université de Colorado. Et voici les étapes à suivre. Tout d'abord, ouvrez Google. Et puis, tapez FPHET. Cliquez sur le lien officiel de FET, Interactive Simulation. Ici, on a aussi la version française, des simulations gratuites en physique, chimie, biologie. Voilà. Dans la catégorie sélectionnée physique, et puis on peut cocher physique, et puis décocher, et puis cocher. Non, décocher, et puis cocher seulement électricité, aimant et circuit. Voilà. Et puis utiliser, explorer pour trouver la simulation intitulée La loi de Faraday. Voilà, ici. Et puis, on peut cliquer sur Play ou bien lancer la simulation. Voilà. Et puis, une fois dans la simulation, cocher sur l'option voltmètre pour mesurer la tension et aussi cocher sur les lignes des champs magnétiques pour visualiser leur orientation et leur intensité. Voilà. Cela nous a permis de reproduire la même situation que celle décrite dans notre document. Voilà. Voltmètre, lampe, bobine de 4 spires, électroaimant. On a coché les deux, voltmètre et field lines. Retournons à notre simulation, à notre laboratoire virtuel. Bon, besoin du document aussi.
sans faire aucune manipulation de cette simulation, on peut déjà faire notre première observation. On voit que la lampe ne s'allume pas et le voltmètre affiche 0 volt. On peut dire que si la bobine, élément permanent, ne sont pas mobiles ou bien sont statiques, sont immobiles, la lampe ne s'allume pas et le voltmètre affiche 0 volt. Ça, c'est notre première observation. Observation 2. Si on commence à bouger observation 2, la lampe s'allume si et seulement si il y a un mouvement relatif de l'aimant par rapport à la bobine et pas autrement. Dès qu'il y a un mouvement, la lampe s'allume et il y a une déviation de l'aiguille du voltmètre. La déviation du voltmètre retourne à 0 lorsque le mouvement s'arrête, peu importe où est situé l'aimant permanent. Ça, c'est pour notre deuxième observation. Maintenant, observation numéro 3. Plus l'aimant s'approche de la bobine, plus la lampe brille avec plus d'intensité et la déviation du voltmètre est plus grande. Plus l'aimant s'approche de la bobine, la lampe brille plus intensément et la déviation du voltmètre est plus grande. Observation numéro 4. Plus le mouvement relatif est rapide, la lampe brille plus intensément. Voilà, ça c'est mouvement lent et voilà un mouvement rapide. Et la déviation du voltmètre est plus grande. On recommence. Plus, observation numéro 4, plus le mouvement relatif est rapide, la lampe brille plus intensément et la déviation du voltmètre est plus grande. Voilà. Observation 5. Si on approche l'aimant vers la bobine, le flux, on voit ce flux, le flux embrassé par la bobine augmente et il y a une déviation du voltmètre. Maintenant, si on éloigne l'aimant de la bobine, il y a une diminution du flux embrassé par la bobine et la déviation du voltmètre est dans le sens inverse. Voilà. Le voltmètre, lorsqu'on approche, le voltmètre dévie vers la partie négative. Et puis, si on s'éloigne de la bobine, le voltmètre doit dévier dans la partie positive. Voilà. Observation numéro 6. Si le nombre de spires diminue, le flux embrassé diminue et la lampe brille avec moins d'intensité. La déviation du voltmètre est par conséquence inférieure. Voilà. Par contre, ici,
Ici, la déviation est jusqu'aux extrémités, avec 4 spires. Par contre, ici, ça n'arrive pas aux extrémités. Observation numéro 7. Si on inverse la polarité de l'aimant, on constate que la déviation du voltmètre est dans le sens opposé. Si on inverse la polarité de l'aimant, par exemple ici, si on approche l'aimant de la bobine, la déviation est vers la négative, mais si on inverse la polarité de l'aimant, la déviation doit être vers le côté positif. Voilà. Maintenant, retournons à notre document. Voilà. J'ai déjà écrit toutes les observations de 1 à 7. Voilà. Maintenant, autour des explications et des conclusions. On voit qu'il n'existe aucune source de tension dans le circuit de la bobine et de la lampe. Aucune source de tension dans le circuit bobine-lampe. Bien que la lampe s'allume lorsqu'il y a un mouvement relatif entre l'aimant et la bobine. On dit qu'il y a une force électromotrice. Ce terme, on le connaît déjà, mais force électromotrice induite. Et on parle aussi de la tension induite au lieu de la force électromotrice. Cette tension induite est générée par le changement de flux magnétique à travers la bobine causé par le mouvement de l'aimant. C'est un exemple concret de la loi de Faraday qui montre comment un champ magnétique variable peut produire un courant électrique dans un circuit fermé. Okay? Le champ magnétique constant ne peut pas, constant, ne peut pas produire un courant électrique. Par contre, le champ magnétique variable peut produire un courant électrique dans un circuit fermé. Okay? Parce que si la tension induite est dans un circuit fermé, alors un courant appelé courant induit, toujours le terme induit, circulera. Ce courant induit circulera dans la bobine. Ce courant induit circulera dans la bobine et va créer son propre champ magnétique. Okay? Parce qu'un courant dans un conducteur produit un champ magnétique d'après l'expérience d'Ørsted. Okay? Ce courant induit circulera dans la bobine et va créer son propre champ magnétique et la bobine possédera son propre pôle nord et son propre pôle sud. La polarité de ce champ magnétique opposera toujours le mouvement relatif entre la bobine et l'aimant.
Allons dire que ça, c'est la bobine. Et ici, on a la lampe. Et ici, on a un aimant permanent. Et on décide de bouger cet aimant vers la gauche. Ici, c'est l'extrémité droite de la bobine. Oui, désolé, désolé. Et j'avais un appel à prendre. OK. On est arrivé ici. On a un aimant permanent. On va bouger vers la gauche. Ici, on a une bobine dont l'extrémité droite, on l'appellera point A et gauche point B. Si on bouge l'aimant de telle façon que le pôle nord s'approche du point A de la bobine, celle-ci va générer un courant induit dans la bobine, dû aux variations du flux magnétique embrassé par la bobine. Ce courant induit va à son tour produire son propre champ magnétique qui s'opposera au rapprochement de l'aimant. Donc, si l'aimant va bouger ici, le champ magnétique s'opposera au rapprochement de l'aimant. Et cela signifie que le courant induit va créer un pôle nord magnétique ici, au point A. Si jamais l'inverse se produit, c'est-à-dire l'apparition d'un pôle sud au point A, cela violerait la loi de conservation de l'énergie. En effet, un simple mouvement de l'aimant, un simple mouvement de l'aimant, delta X, va créer un pôle sud qui attira l'aimant, augmentant ainsi sa vitesse de manière, allons dire, de manière exponentielle. Plus l'aimant se rapproche, plus le courant induit va augmenter, plus l'intensité du pôle sud va s'augmenter, plus ça va attirer, ça va augmenter la vitesse de l'aimant permanent. OK? Ce qui n'est pas possible. Et cet effet de résistance d'inertie s'exprime par la loi de Lenz. Lenz, L-E-N-Z. La loi de Lenz qui stipule le sens du courant induit, le sens du courant induit dans un circuit est tel qu'il s'oppose à la variation du flux magnétique qui lui donne l'essence. OK? Les effets ou bien les effets du courant induit s'opposent toujours aux causes qui lui donnent naissance. OK? Si on a une bobine, si on rapproche l'aimant, le courant induit va s'opposer à ce mouvement. Donc, il y aura un pôle nord. Si on éloigne l'aimant, le courant induit va s'opposer à ce mouvement. Donc, il y aura un pôle sud au point A, bien sûr, pour empêcher l'éloignement de l'aimant. Il existe toujours une tension induite lorsqu'il y a variation. Il y a une variation du flux magnétique dans un conducteur. S'il n'y a pas de variation du flux magnétique, il n'y aura pas de tension induite.
Et aussi, plus la variation change, la variation est rapide, c'est-à-dire plus le taux de variation du flux magnétique est grand, pardon, plus le taux de variation du flux magnétique est grand, plus grande est la tension induite. On avait vu ça dans la simulation. Voilà, doucement, presque rien. Et puis, si on augmente la variation, le taux de variation, pardon, voilà, la tension induite est plus grande. Donc, le scientifique anglais Michael Faraday a résumé tout ça en deux lois. Première loi de Faraday, ou bien première loi d'induction électromagnétique. Chaque fois que le flux magnétique embrassé par un circuit change, une force électromotrice est toujours induite en lui. Ou bien on peut dire ça d'une autre façon. Chaque fois qu'un conducteur coupe un flux magnétique, une force électromotrice est induite dans ce conducteur. Deuxième loi, la valeur de la force électromotrice induite est égale au taux de variation du flux embrassé par le circuit. Et on va faire la formulation mathématique de, de ces deux lois, soit une bobine de N spire, le flux initial traversant la bobine est de phi1 Weber, le flux final traversant la bobine est de phi2 Weber, et le temps de changement de ce flux est t secondes. Donc, flux embrassé initial égale au nombre de spires fois le flux, n phi 1, flux embrassé final est égal au nombre de spires fois n fois phi 2, pardon, n phi 2. Et la force électromotrice induite est égale au changement n phi 2 moins n phi 1 divisé par t. C'est le taux de variation. Or, bien sûr, n n'a pas d'unité, phi en Weber, Weber moins Weber, c'est toujours Weber, divisé par t en secondes, donc la FEM induite égale à l'unité, c'est le Weber par seconde, ou bien tout simplement le volt. Et sous forme différentielle, on a E induite égale à d sur dt n phi. N phi, c'est le flux embrassé. Et bien sûr, on a le signe négatif qui est ici, qui exprime la loi de Lenz pour avoir la polarité de la force électromotrice. Okay? On peut toujours ignorer ce signe parce qu'on connaît la loi de Lenz, et depuis la loi de Lenz, et qui résiste au mouvement relatif et au mouvement qui a causé cette induction, OK? Et pour avoir, on peut toujours se servir de la loi de Lenz pour avoir la polarité ou bien la direction, le sens du courant induit. OK? Et
maintenant, nous sommes arrivés à la fin de la leçon et j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous répondre. On continuera avec les lois de Faraday dans la prochaine leçon. Au revoir et à très bientôt.